Avant de commencer, je voulais juste rebondir sur le poste d'Alexandre d'IIT. Moi, je suis réalisateur. C'est un poste en fait extrêmement important. Parce que pour nous, réalisateurs, quand on tourne, c'est un peu le sas de décompression sur lequel on va pour aller vérifier nos images, dérocher. On est souvent très angoissé, on a toujours l'impression qu'on a fait n'importe quoi. Et c'est un endroit où on va. Et donc, il a un peu un rôle de psychologue, donc il faut bien le choisir. Parce qu'il doit être très patient, nous remontrer les rushs, nous remontrer les images, etc. Là, j'entends du point de vue du réalisateur, mais il a de fait aussi énormément d'autres fonctions. Our Baby est un film en réalité virtuelle dans lequel tout le monde connaît la réalité virtuelle. Qui connaît la réalité virtuelle? Ah, c'est quand même pas mal, ça fait presque la moitié de la salle. On entre dans le point de vue d'un bébé, enfin vous incarnez un bébé au moment de sa naissance. Donc le premier épisode, vous êtes dans le ventre de votre mère et vous naissez. Vous rencontrez vos parents, etc. Donc la bande-annonce montrait ça avec des comédiens dans la maternité. Vous êtes d'abord dans le ventre, vous sortez, vous découvrez vos parents. Il y a une sage-femme qui vous prend, qui vous nettoie, qui s'occupe de vous. Et en fait, tout d'un coup, le père arrive au-dessus de l'épaule de la sage-femme et remarque qu'en fait, vous avez une petite trace sur le visage. Et en fait, on s'aperçoit que vous avez une malformation. Alors vous ne la verrez jamais parce que vous êtes ce bébé. Mais en gros, voilà, c'est le plot, l'intrigue de la série, c'est que vous êtes une sorte d'Elephant Man et vous, spectateurs, incarnez cet enfant sur 10 épisodes, voilà, dans lequel vous allez apprendre, enfin c'est plutôt vos parents qui vont apprendre à vous accepter, à vous reconnaître, à apprendre à vivre avec un enfant comme ça, qui est une sorte de monstre, pourrait-on dire. Voilà. La VR, alors pour moi, pour la définir de la façon la plus évidente possible, pour vraiment parler de moi, donc je suis vraiment là pour ça, pour raconter ce que c'est qu'un réalisateur de réalité virtuelle. Là où j'ai fait des films traditionnels, linéaires, flat, comme on dit, plats, au cinéma, je pense que le cinéma donne des émotions aux spectateurs, là où la VR donne des sensations. Et ça, c'est, je crois, la grande différence. Et vous qui avez testé la VR, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'on est plongé au cœur d'une histoire et on se retrouve à ressentir des choses presque physiques qu'on n'avait peut-être pas ressenties jusqu'alors. Et c'est ça qui est passionnant avec la réalité virtuelle. Moi, je suis un réalisateur, je pourrais dire, enfin là, en l'occurrence, de réalité virtuelle cinématique, c'est-à-dire qu'on peut différencier trois grands types, enfin plutôt deux grands types, on va dire. La réalité virtuelle faite en 3D, de façon virtuelle, en mocap, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on peut quand même filmer des comédiens qu'on vient mettre dans un décor virtuel. Là, le spectateur a la possibilité de se déplacer dans l'espace. Moi, c'est une réalité virtuelle peut-être un peu plus classique, c'est-à-dire qu'on est on a une caméra qui filme à 360 et c'est vraiment au fond comme filmer du cinéma traditionnel. Quand on parle de réalisateurs comme ça cinématiques, je dirais qu'il y a pour ça qu'il y a deux métiers maintenant qui rentrent en jeu. Le premier, c'est le fait de filmer en 360. Donc là, on va parler de stitching, mais ça, je vais laisser... c'est François qui va après parler de ça et je pense que ça va être hyper intéressant. Donc je ne vais pas parler de ça parce que c'est assez technique et en gros qui permet de filmer à 360 degrés, qui vous donne cette possibilité comme ça de regarder à gauche et à droite, auquel on adjoint un autre métier qui, pour moi, est hyper important, qui n'est pas obligatoire, qui est le métier de stéréographe, de stéréoscope, pardon, la stéréoscopie, qui est un métier qui existe maintenant depuis des années, qui permet de faire de la 3 dimensions et donc de capter avec deux caméras, de sorte à voir en 3 dimensions. Donc là, il faut bien comprendre qu'on est non seulement en 360, mais en plus en 3D, c'est-à-dire qu'on a en plus du fait de pouvoir se déplacer de gauche à droite, on voit, là on a une sensation de profondeur, et je crois qu'en VR, c'est une des choses les plus importantes, liées en plus au son binaural, qui vous donne cette sensation d'immersion absolument extraordinaire. Tadam. Garçon. Il est trop beau. Félicitations. Et avec le bébé, attends. Qu'est-ce que c'est? Alors là, vous avez les traces du forceps. Il a dû forcer un peu en sortant. Voilà, qu'est-ce que c'est sur son visage? C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Attends, restez calme, madame. Qu'est-ce qu'il a? Médecin arrive. Qu'est-ce que c'est?
Dites-moi que ça va partir. Écoutez, on va faire des examens complémentaires. C'est une pathologie assez rare. Dites-moi juste que ça va partir. Voilà, donc vous l'avez pitché, vous l'avez vu. Alors là, vous l'avez vu en flat, de façon plate, et de fait, si vous aviez le casque et vous regardiez ce pilote qui dure 5 minutes, c'est très immersif et assez... c'est extraordinaire les réactions, il y a des gens qui prennent beaucoup de plaisir et d'autres qui sortent de là et j'ai même vu des gens pleurer tellement que ils avaient l'impression d'avoir été à la place de ce bébé monstrueux. Voilà, et donc à partir de là va se dérouler la série entière qui est comment les parents vont accepter... Donc la réalité virtuelle, là on voit que j'ai fait le choix d'être en POV, en point de vue en subjectif, qui fait qu'on incarne un point de vue, qui est quand même c'est pas du tout une obligation, mais c'est vrai que souvent comme on a un peu ce don d'ubiquité quand on met un casque, on est content et rassuré d'incarner un corps, d'incarner un objet, d'incarner quelque chose. Donc c'est presque une règle pour le moment, c'est-à-dire que la plupart des films qu'on voit, c'est vrai que les points de vue omniscients sont pas encore très développés, c'est-à-dire des points de vue où on n'incarne rien, on pourrait juste se déplacer en volant dans l'espace. Ce qui est le cas de Jesus VR qui était montré à la Mostra, mais qui est, je trouve, pas encore... c'est vrai que pour le moment, c'est assez grisant d'aller explorer comme ça ces questions de POV. Vous l'avez bien vu avec les roller coasters, avec toutes les expériences de découverte, on peut aller dans l'espace, de vous amener dans des endroits dans lesquels vous ne pourriez pas être si vous n'aviez pas la réalité virtuelle. Bien sûr, le X fait un carton à ce niveau-là, la pédagogie, pour aussi former des gens, les mettant dans des endroits, les faire rentrer dans des centrales nucléaires pour faire des réglages sans avoir à être dans l'endroit, etc. Donc la VR a tous ces champs-là possibles, et c'est vrai que moi, quand j'arrive dans la réalité virtuelle, l'idée c'est d'amener du cinéma dans la VR, ou même d'amener la VR dans le cinéma, donc de faire du cinéma vraiment traditionnel avec les contraintes en plus de la réalité virtuelle. Le bébé étant pour moi une idée qui était maligne au départ parce qu'elle nous permettait de prendre plein d'avantages de la VR, à savoir la proximité, c'est-à-dire que la VR, ce qui marche, c'est que, je trouve, moi, c'est quand les gens et les choses s'approchent de vous, parce qu'en plus, ça vous sort de votre zone de confort. Un bébé, on est sans arrêt à quelques centimètres de lui, très proche de lui. On le quitte jamais des yeux, c'est toujours une obsession. Il est toujours au centre, en fait, au centre d'une scène de théâtre. Et à cet égard, la VR, on parle souvent de théâtre, c'est-à-dire comme le mouvement marche mal en VR, c'est pratique d'imaginer qu'un bébé, on le met au centre d'une situation qui, en plus, est intéressante, parce que c'est l'événement déclencheur, c'est le monstre. Donc, de fait, autour de lui, il va générer sans cesse des scènes improbables, où on va être au centre de l'intimité du couple, etc. Et c'est les parents, les comédiens qui vont venir faire le cadre, parce que c'est eux qui vont venir s'approcher de vous, circuler, et vous allez, choisir de regarder à gauche, à droite, devant, derrière. Voilà, donc là, on en arrive à la question de l'écriture, qui est particulière par rapport à écrire un récit linéaire, au sens où, quand j'écris, alors moi c'était le cas déjà avec Wire or Die, c'est que j'ai l'habitude d'écrire de façon verticale, c'est-à-dire d'écrire en imaginant toujours ce qui se passe en parallèle. Avec la réalité virtuelle, c'est un peu pareil, on ne dirait pas que c'est de l'écriture interactive, on dirait que c'est de l'écriture interpellative, c'est-à-dire que sans cesse en écrivant, on écrit et on imagine quels comédiens, quels personnages vont interpeller le spectateur et vont l'attirer pour permettre en fait de raconter l'histoire. Donc les scénarios sont de fait un peu plus longs, plus détaillés, où sans cesse on dit en temps réel, on dit si la mère par exemple fait telle action ou a telle discussion avec sa copine, le père en même temps fait ça, de l'autre côté, le chat à droite est en train de jouer, la télé en face raconte ça. Donc c'est une façon un peu différente d'écrire des flatties classiques, quoi. La fabrication, alors j'avais des super photos de fabrication de comment on a fabriqué cet objet, c'est-à-dire avec des caméras 360, avec plein d'œilletons qu'on va stitcher ensuite. Ça implique quelque chose d'assez particulier, c'est qu'en fait, on ne peut pas monter en réalité virtuelle. Enfin, on peut monter, bien sûr, faire quelques plans, mais le cut n'est pas vraiment apprécié parce qu'on a l'impression de sauter d'un espace à l'autre. Donc, on va privilégier le plan séquence. Et on ne va pas non plus découper, comme on découpe dans le cinéma traditionnel, pour faire des gros plans, pour pouvoir découper une scène avec un master, 2 axes, et faire autant de prises qu'on veut pour derrière, on puisse monter la version du film qu'on veut. C'est plus contraignant, ça s'apparence plus au théâtre, ou alors on pourrait dire au plan séquence. Mais pourquoi au théâtre? C'est qu'en fait, l'équipe n'est même plus sur le plateau, on n'est même plus avec les comédiens, et donc, en l'occurrence, on a donné
à ses parents dans cette maternité, dans cette petite salle. On leur a donné un bébé en latex avec une caméra avec 16 œilletons sur la tête. Et c'est eux qui jouaient la scène en plan séquence sans jamais s'arrêter. Et pour eux, c'était passionnant parce qu'en fait, il n'y avait même plus d'équipe, quoi. Ils étaient seuls, il n'y avait même plus d'ingé son. C'est aussi ça qui est compliqué au niveau du son, c'est-à-dire qu'ils ont des micros HF et l'ingé son était planqué dans les toilettes. Et nous, on est planqués dans les couloirs avec des combos qui nous donnent l'image en temps réel, alors que ça prestitche pas. Donc en fait, on voit des images comme ça très fisheye. En fait, j'avais très peur, mais j'ai trouvé ça très confortable, parce qu'en fait, on voit très bien, on entend très bien, même le son était très bon, donc c'était plutôt agréable. Et même, j'avais peur un peu, je me disais comment je vais mettre en scène, comment je vais diriger ces acteurs. Et en réalité, c'était vraiment comme de la mise en scène de théâtre, c'est-à-dire qu'on faisait une chorégraphie très précise, on pensait tout le temps à la caméra, au fait qu'ils étaient placés d'un côté et de l'autre, et après, ils étaient lancés, et j'ai trouvé qu'au niveau du jeu, alors ça se sentait même dans la bande-annonce, ils sont complètement lâchés, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je pense que même l'actrice a l'impression d'avoir eu un enfant à la fin du tournage, quoi. Ils vivaient vraiment les émotions et la scène, et ça, en tant que réalisateur, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Après, il y a d'autres questions qui interviennent, la question du mouvement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des règles, on est en train d'écrire toute une grammaire, on n'a pas le droit par exemple, de débuler la caméra, parce que sinon, vous allez avoir mal à la tête en regardant, parce que vous n'allez pas comprendre, comme dans un bateau, vous n'allez pas comprendre pourquoi on vous modifie l'espace. On n'a pas le droit de faire des mouvements trop brusques, donc également, nous, en l'occurrence, comme c'est un bébé qu'on prend dans les bras, il y avait des règles un peu à respecter, de lenteur, pour que ça reste le plus confortable possible pour le spectateur. Il y a d'autres questions que ça pose, je disais le son, il y a aussi, en fait on ne se rend pas compte, mais les figurants c'est essentiel, parce qu'en fait, comme nous on écrit de façon interpellative, donc on se dit, le spectateur va regarder le personnage qui est là, mais comme par hasard en général, il y a toujours un comédien, un figurant, quelque chose qui se passe mal à côté, et si vous en tant que spectateur, vous respectez pas l'interpellation et vous regardez ailleurs, et ce qui est tout le jeu de la VR, où vous pouvez trouver des détails souvent qui sont très drôles, et c'est le cas de Jesus VR à la Mostra, où les figurants sont pour la plupart hilarants. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, surtout qu'en plus c'est François qui va prendre la suite et qui va expliquer alors lui toutes les contraintes de tournage technique et de post-prod. Et je dirais moi juste pour conclure, c'est vrai qu'en plus, à part tous ces nouveaux métiers, ce qu'il faut, nous, qu'on invente, c'est une nouvelle grammaire, c'est des nouveaux paradigmes, en fait, où on va chercher chaque fois comment raconter une histoire en réalité virtuelle, c'est-à-dire pour que ça ait du sens de mettre un spectateur au centre d'une scène, quoi. C'est-à-dire, pour moi, ce qui est amusant, c'est qu'on va lui faire des choix. On va lui dire, est-ce que tu veux regarder à gauche? Mais comme par hasard, pendant ce temps-là, à droite, il y aura quelque chose de plus intéressant qui se passera, et inversement, il va se retrouver, au fond, responsable du film qu'il regarde et de l'histoire qu'il regarde, quoi. Donc, je pense que toutes les histoires ne marchent pas en réalité virtuelle, et qu'il faut à chaque fois trouver une histoire qui est On parlait judicieuse. de budget juste avant. Là, en fait, c'est drôle, ça ressemble un peu, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas de budget pour la réalité virtuelle, alors que ça coûte presque plus cher que le cinéma. C'est-à-dire que en fait, c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire que comme en fait, on fait du stitching, enfin, pour le coup, le DIT, alors là, il perd ses cheveux, lui, sur un tournage de réalité virtuelle, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus lent, donc beaucoup plus cher. La post-prod, n'en parlons pas. Le son, même en post-prod, tout est plus compliqué, quoi. Le son, il faut spatialiser également. Donc, chaque fois, ça rajoute presque une, deux, trois. Quand je parlais de la stéréoscopie, ça rajoute énormément de couches de travail, donc d'argent. Et il n'y en a pas encore beaucoup qui est investi. L'argent, pour le moment, est plutôt investi dans les terminaux. Samsung et Apple mettent des millions pour fabriquer les meilleures caisses du monde, mais pas encore dans les contenus. Mais je vois qu'il y a des chaînes de télé, ils nous entendent. J'avais des questions sur les perspectives. C'est un nouveau média, une nouvelle manière d'imaginer comment raconter une histoire. Et pour l'instant, pour voir ce type de film, c'est chez soi, il faut acheter des lunettes l'idée géniale, c'est que ça marche avec un téléphone avec le gyroscope, ça permet de voir les mouvements, et en fait, on vient le plugger dans un masque. Et je pense, et j'en suis même sûr, que d'ici 2-3 ans, tout le monde aura ce masque chez lui, parce qu'avec votre nouvelle box, on va vous envoyer un masque. Donc on peut imaginer que d'ici 5 ans, je pense que tout le monde sera familiarisé avec la réalité virtuelle. Après, en plus, il y a des tas d'usages. Le jeu vidéo va cartonner. Enfin, Après, est-ce que le cinématique VR va cartonner? Je sais pas. Je crois qu'il y a quelques grands réalisateurs qui, en ce moment, développent des films en réalité virtuelle. Je crois que James Cameron prépare un film en réalité virtuelle. La question, en fait, rejoint celle de prédécesseur. C'est aussi, quand on veut réaliser un film comme ça, on s'interroge sur les moyens de diffusion. Et actuellement, effectivement, il y a beaucoup de terminaux.
Il y a beaucoup de players sur ces terminaux qui sont différents, mais vous, par exemple, vous le diffusez sur quelle plateforme ou est-ce que ça a été un problème de trouver une plateforme qui soit uniformisée ou qui, surtout en stéréoscopie? Pour le moment, on est en développement, donc là, on sait qu'un pilote, ça tourne qu'en festival, donc je crois que les plateformes ne sont pas... Le gros problème actuellement, c'est que si on a un Oculus, par exemple, on reçoit des emails, etc., de super films, qui ont l'air très beaux, mais on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de les voir. J'ai l'impression même que notre film, je ne sais pas s'il est disponible quelque part, qu'il sera disponible. Quand il sera disponible, alors après, c'est vrai que ça, il faudrait demander à mon producteur comment il va se débrouiller pour qu'on se retrouve au final, mais c'est la question dans le player Oculus en 3D. Voilà. Après, je pense que tout ça, c'est une histoire de mois, si ce n'est de semaines, avant que ça arrive chez les consommateurs, quoi. Enfin, les consommateurs. Se former à la réalisation en VR, c'est compliqué aussi? Je pense qu'on est tous complètement autodidactes. Alors, c'est un bricolage absolu, parce qu'il y a quelques grandes caméras, comme par exemple, la Nokia a fait une Ozo, qui est soi-disant la première caméra VR, mais en fait, la qualité est catastrophique. Le stitching est catastrophique. Donc, en fait, on se retrouve, nous, à rebricoler nos caméras avec des GoPro, avec des mini-caméras. On réinvente tout un peu justement avec les DIT, avec les équipes de post-prod, etc. Et moi, ça m'amuse beaucoup parce qu'il y a un côté, chaque fois, on réinvente un peu. On a l'impression de réinventer un cinéma, quoi. Mais de fait, je trouve qu'on perd beaucoup de temps. Enfin, on perd du temps. C'est-à-dire que j'imagine que dans un an, il y aura des chaînes de plus en plus professionnalisées, beaucoup plus prêtes, quoi, qui nous permettront d'aller plus vite, quoi. Parce que là, on se retrouve vraiment, nous, pour tourner rien que ce pilote de 5 minutes, on est parti, on avait 32 GoPro, on a fini, je ne sais plus combien il y en avait à la fin, il n'y en avait que 4 en réalité, c'est-à-dire qu'on en enlevait parce que le stitching n'allait pas, etc. Donc, de fait, je crois qu'on est encore en train d'expérimenter, quoi. Après, je dis ça, il y a par exemple, Okio travaille, eux, avec des RAID en stéréoscopie, et eux, ils divisent l'espace par 3. Donc, ils se retrouvent un peu plus à faire un cinéma plus traditionnel où ils font 3 fois... je dirais, ça doit être l'équivalent de 90 degrés, enfin un peu plus, et à la fin ça reconstitue les 360, ce qui leur permet eux d'avoir même un perchman, d'avoir du son, d'avoir l'équipe derrière. Donc à mon avis, plus on a les moyens, plus malgré tout on peut se retrouver à faire des situations plus pro, quoi. J'ai l'impression que la réalité virtuelle ça vient plus du jeu vidéo et d'internet quand même, à la base. Et là, vous parliez de cinéma, donc ça m'étonne beaucoup en fait, parce que je vois pas pour l'instant enfin, je trouve que c'est très différent du cinéma. Je dis pas que c'est pas intéressant, je dis que c'est très différent. C'est pour ça que ce qui est motivant, justement. Et donc du coup, en fait, ma première question, c'est est-ce que ça va être un coup de bluff comme la 3D, c'est-à-dire qu'en gros, on nous présente ça comme une nouvelle façon de voir les choses, et puis ça va prendre, et puis du coup ça prendra peut-être dans un certain secteur. Ma deuxième question, c'est est-ce que justement... Une question à la fin. Ouais, mais j'en ai peut-être plus... Enfin, peut-être la seconde est plus intéressante. Non, mais celle-ci, elle est technique déjà, donc... Non, justement, une question moins technique. Alors, une question moins technique, c'est est-ce que vous, en tant que réalisateur, justement, plus réalisateur, j'imagine, qui veulent raconter des histoires, est-ce que ça vous paraît pas plus intéressant plutôt que s'arrêter sur une technologie qui est justement un peu trop axée... comme vous disiez, expérience, plutôt qui ne ressent pas l'émotion, mais plutôt sur le ressenti, de peut-être vous poser plus de questions, peut-être sur... Parce que là, la mise en scène, je ne la vois pas trop apparaître dans ce que vous avez fait. Enfin, désolé, par rapport à la place que peut avoir le spectateur. Quand il revoit l'histoire, puisqu'il peut retourner la tête, et du coup, ça change le cadre. Donc, du coup, je vois pas trop je vois une mise en scène en plan séquence à 360, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Je comprends pas. La mise en scène, c'est-à-dire que vous racontez une histoire, vous laissez jouer des comédiens, et en fait, le spectateur a le droit de regarder comme il veut. Donc, le regard
Ce qui est le premier élément d'un film, c'est la mise en scène, le choix du cadre et la façon de découper un Oui, mais ce que je viens de dire, c'est justement on a une écriture et une réalisation interpellative. Ouais, c'est-à-dire que sans cesse, on a en tête que notre spectateur est au centre et qu'il a la possibilité de regarder et on va jouer avec ça. Justement, j'allais rebondir là-dessus, comme on parle de mise en scène, parce que là, la mise en scène me semble un peu limitée par rapport à ça, excusez-moi. Et donc, pour la rendre peut-être plus intéressante, puisque c'est interactif et que c'est de la VR, et que sur Internet s'était développé au début ce qu'on appelait les histoires interactives, où les gens pouvaient interagir avec l'histoire, est-ce que c'est pas plus intéressant d'aboutir, puisque c'est de l'ordre de l'individuel, l'expérience avec le casque VR, d'aller plus dans une interaction avec l'histoire. Complètement, pouvoir faire des choix, naviguer, aller... Absolument, moi ça je suis d'accord, mais oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même s'il n'y a pas de choix, c'est déjà interactif. C'est-à-dire que quand vous écrivez une scène où il se passe quelque chose à gauche, il se passe quelque chose à droite, et que vous jouez de la présence du spectateur et de son regard, c'est de l'interaction. C'est-à-dire que vous allez lui, à un moment, forcément, de celui qui aura regardé à gauche et qui aura raté à droite, et celui qui aura vu à droite et raté à gauche, il n'aura pas eu la même histoire. Donc il se retrouve dans la même position qu'un spectateur qui a vu un objet interactif. C'est ça qui est très important. Et c'est pour ça que même je dis, moi, qu'il faut absolument écrire, même quand je faisais Wired Eye ou mes documentaires interactifs, avec déjà une pensée transmédia, enfin une pensée d'architecte transmédia, où on se demande déjà quel va être l'usage, quel va être l'objet pour regarder ce film, etc. On ne peut pas prendre une histoire et plaquer derrière en disant « Ah ben en fait on va tourner en VR ». Je pense que là ça n'aura aucun sens et aucun intérêt. Il faut s'amuser même à... C'est pour ça que le genre horrifique est parfait. Parce que le montage et le découpage a toujours fait en sorte qu'on laisse un hors-champ, on a peur, on se demande et on fait un cut dans le hors-champ et on sursaute parce qu'on découvre qu'il y a un monstre. Et en l'occurrence c'est le spectateur qui va entendre le bruit, il va se retourner, il va se dire « En fait il n'y a rien », il revient, il y a quelqu'un... Enfin, je crois qu'il va vivre des émotions, il va sauter au plafond. Et ce qu'il y a de génial, pour répondre plutôt à votre première question, c'est qu'à la différence de la 3D, c'est que tous les domaines vont s'en emparer, justement, du jeu vidéo, justement, comme je disais tout à l'heure, même au porno, parce que je pense qu'eux, ils investissent des fortunes, parce que ça permet de mettre les femmes et les hommes dans des contextes dans lesquels ils ne pourraient pas être, à la découverte, je pense qu'il y a de plus en plus de genres, et moi, ce qui m'amuse, c'est plutôt d'amener dans quelque chose de plus... un cinéma plus cinéma-vérité, d'amener les gens dans des situations où ils ont vraiment l'impression tout d'un coup de se retrouver en l'occurrence entre un couple, une engueulade de couple. Moi, c'est ça qui me plaît dans Our Baby, c'est d'être dans l'intimité absolue d'un couple, qui parfois va prendre le bébé, le mettre entre les parents dans le lit et qui va avoir la sensation d'être allongé à 10 cm de ses parents. Et il va pouvoir faire son... un peu moi comme dans mes films d'avant, il va avoir presque de fait un rôle de réalisateur, c'est-à-dire qu'il va faire son cadre, c'est lui qui va choisir à ce moment-là son histoire. J'ai une petite question qui rejoint un peu ce qui a été dit, mais c'était, est-ce qu'il y a, puisqu'on parlait de cluster tout à l'heure, quelque chose qui regroupe les gens qui travaillent sur une écriture, qui repose sur des concepts et des supports différents? Parce qu'au fond, c'est ça qui est intéressant, ce que vous faites, parce que j'ai travaillé longtemps chez un fabricant qui était en pointe sur la 3D. Le discours qu'on a là, on avait le même il y a 5 ans, c'était pareil. C'était vraiment pareil, ça devait être révolutionnaire. Vous aviez déjà des exemples tournés ou... Non, mais c'était la démarche. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'au fond, de la même manière que les gens qui travaillaient dans la 3D il y a quelques années, vous, ce que vous faites, et quelque part, ce que monsieur fait également, c'est repenser les images différemment. Par exemple, ce que je trouve fascinant dans la VR, c'est pas tellement la partie technique. Dans 3 ans, j'y crois pas du tout, mais ça c'est un choix personnel, parce que je l'ai vécu. Le porte-lunettes, c'est clair, ça ne marche pas. C'est comme ça. On peut en penser ce qu'on veut, mais ça ne fonctionne pas. En revanche, c'est quand même vraiment très nouveau de faire un film où chaque spectateur a vu un film différent. Normalement, un film, quand je vais au cinéma, je peux raconter à ma voisine, mon voisin, ce que j'ai vu. On partage quelque chose. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on partage avec soi-même. Enfin, c'est très nouveau comme écriture. Il y a quelque chose qui relie tous ces gens. C'est ça, moi, qui me frappait en vous écoutant tous. Moi, je suis assez seul dans ce milieu à faire ça, parce que justement, je viens de l'interaction. Maintenant, je suis dans cette question de VR. Et de fait, je trouve qu'on n'est pas assez, mais pas assez d'auteurs. Et c'est le cluster qui manque, Mais après, par contre, il y a des clusters techniques, C'est-à-dire qu'Oculus, ils n'ont pas tardé à nous mettre des chartes hyper complexes de comment on doit réaliser un film en VR. Mais de fait, il y a quelque chose qui est plus sur la réflexion du... Enfin, j'exagère, les nouvelles écritures de France Télévisions, c'est ce cluster-là, c'est réfléchir. Aujourd'hui, ils font de la VR, de l'interactif, de la web-série, tout type, du transmédia, justement pour nous aider à écrire dans ce sens-là. En fait, on parle de la place du spectateur, et on parle généralement de la place des spectateurs. Là, on est dans un amphithéâtre, on regarde le même écran. Tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, a priori, de manière implicite, implique que c'est la place du spectateur qui décide de son point de vue.
et que l'expérience collective, à moins d'avoir 100 Ah non, 000 mais personnes c'est- dans une salle avec des casques. Le cinéma, c'est fini. Voilà. c'est- Oui, c'est- non, mais voilà. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le cinéma, c'est la masse, la télé, on est souvent plus de deux, c'est la famille, et Internet, et de fait la VR, c'est une position solitaire. De fait, donc on va interroger le spectateur dans sa possibilité de choisir. Et ça, c'est... Mais Tarkovsky disait, il n'y a pas de solution, il n'y a que des choix. Donc même lui, à l'époque, je crois, aurait rêvé d'écrire de la VR.